Quand on pense à la monnaie, on imagine souvent que c'est juste un outil pratique pour le commerce. Une évolution assez logique finalement. Mais pour la Grèce antique, son arrivée n'a pas été une simple évolution, non. C'était une véritable révolution. Une rupture politique qui a complètement redéfini la guerre, la démocratie et même l'idée de citoyenneté. Dans cette analyse, qui s'appuie sur les travaux de 5K Yu, on va voir que l'histoire de la monnaie, ce n'est pas une histoire de marché, c'est une histoire de pouvoir. Allez, on commence fort avec une question un peu provocatrice. Et si toute l'histoire qu'on nous raconte sur l'origine de la monnaie, ce beau récit qui va du troc jusqu'à la pièce de monnaie, si tout ça c'était une simplification qui nous est passée à côté de l'essentiel? Parce que, au fond, le point crucial, ce n'est pas de savoir qui exactement a inventé la pièce en Lydie. La vraie question, celle qui change absolument tout, c'est de comprendre quels changements fondamentaux la monnaie a provoqués dans la société grecque. Ce n'est pas une histoire technique, c'est une histoire politique. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Et pour ça, il faut s'attaquer à un mythe qui a la vie dure, celui du troc primitif. L'idée classique, c'est que la monnaie a été inventée pour faciliter les échanges, pour dépasser les galères du troc. Mais la réalité est bien plus complexe. Avant la monnaie frappée, la Grèce, tout comme la Mésopotamie, n'était pas une société de troc. En fait, elle possédait déjà des systèmes de crédit et de comptabilité super sophistiqués. La valeur était déjà mesurée, enregistrée, ajustée. Bref, le calcul existait déjà. L'arrivée de la pièce n'a donc pas inventé le calcul. Elle a simplement transféré ce langage de valeur sur un support en métal, standardisé et, surtout, garanti par l'État. Et ça nous amène vraiment au cœur de l'argument. La monnaie n'est pas née des besoins du marché, non, elle est née des nécessités politiques de la cité-État qui était en train de voir le jour, la fameuse police. Au 7e siècle avant notre ère, il y a un grand basculement. Le pouvoir passe des grandes familles aristocratiques, ce qu'on appelle l'oikos, à la communauté des citoyens, la police. Pour exister en tant qu'entité souveraine, cette police avait besoin d'un instrument pour s'affirmer et pour gérer ses propres ressources sans dépendre des réseaux privés des aristocrates. La monnaie, eh bien, c'est cet instrument, né de ce besoin institutionnel. Le problème au départ était très pratique. Avant les pièces, chaque paiement en métal voulait dire qu'il fallait peser les lingots, tester leur pureté. C'était une source de friction permanente. La solution ? La police appose son sceau. Et là tout change. C'est la cité qui garantit le poids et la pureté. La pièce devient un instrument de confiance, standardisé, qui permet à l'État de faire des paiements fiables. Ce qui nous amène à un point absolument crucial, l'impératif militaire. Le monde grec, il faut se le représenter comme un monde de compétition perpétuelle entre cités. Et on ne peut pas payer une armée mobile, et encore moins des mercenaires, avec du grain ou du bétail. C'est juste impossible. Les soldats, eux, ils voulaient une paix qui soit portable, facile à diviser et acceptée partout. La monnaie était donc avant tout une technologie militaire essentielle, un vrai outil stratégique. La chouette d'Athènes, le Pégase de Corinthe, ces images sur les pièces, ce n'était pas juste de la déco. C'était des messages très puissants. D'abord, une marque de responsabilité. La cité mettait son nom, elle certifiait la valeur. Ensuite, c'était une affirmation d'identité politique, d'indépendance. Et enfin, c'était un signal de confiance immédiat, reconnaissable sur tous les marchés, partout. Alors maintenant, passons au cas d'étude qui illustre cette révolution de la manière la plus spectaculaire qui soit. Athènes. Tout bascule avec la découverte des mines d'argent du Lorion. Face à cette richesse incroyable, un choix se pose aux Athéniens. Soit on distribue l'argent à tous les citoyens, une mesure très populaire évidemment, soit on suit la stratégie de Thémistocle, tout investir pour construire 200 navires de guerre. Athènes choisit la flotte, et c'est cette décision qui va leur permettre de vaincre les Perses à Salamine et qui va lancer la production massive de pièces d'argent pour payer tous les constructeurs et les équipages. La conséquence de tout ça, elle est immense. Le tétradrachme athénien, grâce à sa qualité constante, devient la devise internationale de l'époque. C'est un peu le dollar de l'Antiquité. Athènes s'en sert pour payer ses mercenaires, pour maintenir sa flotte qui domine les mers et pour collecter les impôts de ses alliés. La domination monétaire vient avant et soutient la domination politique. Mais l'impact le plus profond, le plus radical de la monnaie, il se trouve au cœur même du système politique athénien. La monnaie va devenir littéralement le carburant de la démocratie. La démocratie directe à Athènes, il faut bien comprendre que c'était un système politique salarié. C'est un point fondamental. Grâce à une indemnité qu'on appelait le mistos, les jurés, les membres de l'Assemblée, les fonctionnaires, tout le monde était payé en pièces de monnaie pour sa participation. Sans ça, les citoyens les plus pauvres n'auraient jamais pu se permettre de perdre une journée de travail pour s'impliquer dans la vie politique. D'où cette phrase très forte, la monnaie n'était pas seulement du métal, c'était la condition matérielle de la citoyenneté. C'est vraiment l'idée clé. La monnaie donnait un pouvoir réel au peuple en lui donnant les moyens concrets de gouverner.
Et ça illustre parfaitement ce que l'on peut appeler une inversion institutionnelle. C'est tout le contraire de la théorie classique. Ce n'est pas le marché qui a créé la monnaie, c'est l'État qui, en émettant de la monnaie pour ses propres besoins, la guerre, les grands travaux, l'a injectée dans les mains des citoyens. Et c'est seulement après, quand les citoyens ont commencé à dépenser cet argent, que le marché privé s'est développé. L'État crée l'économie citoyenne qui, à son tour, fait émerger le marché. On arrive alors au grand paradoxe de cette révolution monétaire. En fait, la monnaie est un outil à double tranchant. D'un côté, sur le plan interne, ça a été un formidable vecteur d'égalité. Ça a permis à plus de monde de participer à la politique, ça a mis fin au monopole des aristocrates, mais de l'autre côté, sur le plan externe, ça a été un accélérateur d'impérialisme. Ça a permis de dominer les cités plus faibles. La monnaie était donc libératrice pour le citoyen, mais souvent oppressante pour l'allié. Alors pourquoi cette révolution a-t-elle eu lieu de façon si explosive en Grèce et pas ailleurs? C'est parce qu'il y a eu une convergence unique de 4 piliers. D'abord, une structure politique, la police souveraine, ensuite un impératif militaire constant, puis un idéal démocratique qui avait besoin d'être financé, et enfin les ressources avec les mines du Laurion. La monnaie a été le ciment qui alliait l'administration, l'armée et la politique. Au final, ce que l'expérience grecque nous enseigne, c'est que la monnaie n'est pas un simple outil neutre qui facilite les échanges. Non, elle est avant tout une institution gouvernance. C'est un outil conçu par l'État pour organiser la cité, pour financer sa défense et pour structurer sa société. Et cette leçon de l'histoire nous laisse avec une question essentielle pour notre époque. Si la monnaie n'est pas un outil neutre, mais bien une institution politique, comment est-ce qu'elle façonne nos guerres, nos démocraties et nos inégalités aujourd'hui? L'héritage d'Athènes est peut-être bien plus présent qu'on ne le pense.